La main d'Ethan Marshall se figea sur le volant, son souffle suspendu, alors qu'il les apercevait à travers le pare-brise strié par la pluie battante. 2 chiens, un Golden Retriever et un Labrador noir plus petit, collés l'un contre l'autre, sous l'auvent déchiré d'une station-service abandonnée, leur corps tremblant à l'unisson comme une seule et même silhouette façonnée par la détresse. Ce n'était pas simplement un duo de chiens errants. Ils se tenaient l'un à l'autre comme 2 enfants terrifiés par l'obscurité. Le feu passa au vert, mais Ethan resta immobile. Les klaxons éclatèrent derrière lui, des conducteurs agacés le dépassèrent en maugréant, leur voix se perdant dans l'averse d'octobre qui martelait les rues de la banlieue nord de Seattle. Dans sa tête, une voix familière résonna, venue de 3 ans en arrière. « Fils, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il accomplit, mais à qui il choisit de sauver quand personne ne regarde. » Samuel Marshall, son père, était mort en croyant que son fils perpétuerait cet héritage de compassion. Ethan enclencha le levier sur parking et sortit de la voiture pour affronter la tempête. Ce qu'il ignorait, c'est que ce geste de miséricorde allait déclencher l'effondrement d'un secret enfoui depuis 20 ans, détruire les fondations d'une famille, et l'obliger à choisir entre l'amour et la loi elle-même. Ethan Marshall avait toujours pensé que les moments décisifs de la vie s'annonçaient avec solennité. Un diplôme, une promotion, le jour où son père avait reçu le verdict fatal des médecins. Jamais il n'aurait imaginé que le destin se présenterait un mardi après-midi sous la forme de 2 chiens tremblants, cramponnés l'un à l'autre pour survivre. Laissez un petit « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. À 28 ans, Ethan incarnait le portrait du jeune professionnel américain moderne. Ingénieur logiciel brillant chez North Shore Tech Solutions, appartement en hauteur avec baisse vitrée donnant sur la ville et une routine réglée comme une horloge qu'il aurait pu suivre les yeux fermés. Travail, salle de sport, dîner réchauffé, série en streaming jusqu'à ce que ses yeux brûlent, puis sommeil. Ses collègues enviaient sa productivité, son calme apparent, sa discipline presque militaire. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était les nuits où il restait éveillé, se demandant si cette existence aseptisée valait vraiment le sacrifice que son père avait consenti. Samuel Marshall avait été l'un des vétérinaires les plus aimés de la région de Seattle, jusqu'à ce que le cancer du pancréas l'emporte 3 ans plus tôt. Dans ces dernières semaines, alors que la morphine brouillait son esprit, il avait fait promettre à Ethan de donner de son temps à un refuge animalier. « Fils, on mesure le caractère d'un homme à la façon dont il traite les plus faibles. Ne laisse pas mon travail s'éteindre avec moi. » Ethan avait acquiescé, les larmes brouillant sa vue, mais cette promesse était restée lettre morte. Chaque week-end, il passait devant le refuge de King County, parfois ralentissait, parfois entrait sur le parking avant de repartir, convaincu qu'il n'était pas prêt. La vérité était plus simple et plus douloureuse. Il ne supportait pas l'idée d'être entouré d'animaux souffrants alors qu'il n'avait pas pu sauver la seule personne qui comptait le plus. Son appartement reflétait cette solitude émotionnelle. Minimaliste à l'extrême, presque clinique. Pas de photos, pas de plantes, encore moins d'animaux. L'endroit ressemblait davantage à une chambre d'hôtel, haut de gamme, impersonnelle et temporaire. Ses amis de fac avaient cessé d'appeler après des mois d'invitations refusées. Sa dernière relation avec Claire, responsable marketing impatiente face à son incapacité à s'ouvrir, s'était terminée 8 mois plus tôt. « Tu ne fais plus ton deuil, Ethan ? Tu te caches ?» lui avait-elle lancé avant de partir. Et elle avait raison. Après la mort de son père, Ethan avait érigé des murs si hauts qu'il ne voyait même plus par-dessus. Le travail était devenu son refuge, le code son langage, les écrans ses fenêtres, sur un monde auquel il ne voulait plus vraiment participer. Ses collègues admiraient ses compétences techniques, mais le trouvaient de plus en plus distant. Même lorsqu'une réunion se tenait dans la salle voisine, il préférait y assister par visioconférence. Chaque soir, son trajet le ramenait à travers les quartiers calmes de Shoreline, longeant des rues bordées d'arbres où des familles promenaient leurs chiens et des enfants jouaient derrière des clôtures blanches. Il enviait leur simplicité, leur connexion évidente au monde. Mais envier demandait moins d'efforts qu'agir, et observer était moins risqué que participer. Ce mardi-là avait été particulièrement éprouvant. Une présentation client qui avait débordé de 3 heures, un serveur tombé en panne, nécessitant des réparations d'urgence, et cette pluie d'automne qui semblait vouloir lessiver le moindre espoir dans le ciel. Tandis qu'il suivait sa route habituelle, Ethan pensait déjà à sa soirée.
Un plat thaï réchauffé, un documentaire éloigné de sa propre réalité et le soulagement du sommeil. Il ignorait que tout allait basculer. La pluie martelait le pare-brise d'Ethan avec l'insistance d'un créancier impatient alors qu'il approchait du carrefour de Pine Hill Avenue. Des barrières de chantier forçaient la circulation à se réduire sur une seule voie, créant l'un de ces embouteillages qui d'ordinaire lui mettaient les nerfs en pelote. Mais cette fois, quelque chose dans le rythme régulier de l'eau sur le métal et le verre produisait un effet presque hypnotique, comme un voile gris qui étouffait le chaos dans son esprit. C'est alors qu'il les vit, sous l'auvent éventré de la vieille station-service McGuire's fermée depuis 3 ans après la mort de son propriétaire. 2 chiens s'étaient recroquevillés l'un contre l'autre dans une scène qui lui coupa le souffle. Le plus grand, un golden retriever au poil trempé, laissait deviner ses côtes à travers sa fourrure emmêlée. Il avait enroulé son corps autour du plus petit, un labrador noir au museau fin, comme pour le protéger du monde extérieur. Ce n'était pas juste de l'instinct animal. C'était la posture d'un survivant qui refuse d'abandonner son compagnon de fortune. La tête du golden reposait sur le cou du labrador et même à une 30aine de mètres, Ethan distinguait leur corps trembler à l'unisson. La pluie avait alourdi leur pelage, assombrissant l'or du plus grand et donnant au plus petit une allure encore plus frêle. Mais leurs yeux avaient cette lueur qui fit se contracter la poitrine d'Ethan. Il connaissait ce regard. C'était le même qu'il voyait dans le miroir depuis 3 ans. La peur teintée d'une minuscule étincelle d'espoir qu'un jour, quelqu'un quelque part remarquerait leur détresse. Le feu passa du rouge au vert, mais son pied resta figé sur la pédale de frein. Derrière lui, un klaxon retentit, puis un second, suivi d'un long coup qui, en temps normal, l'aurait fait démarrer. Mais pas cette fois. Il tourna doucement le volant et se rangea sur le côté, enclenchant ses feux de détresse comme pour envoyer un signal silencieux. Son esprit rationnel énumérait déjà toutes les raisons de repartir. Il était en retard, il n'avait aucune expérience avec les chiens. Son immeuble interdisait les animaux et il avait déjà du mal à s'occuper de lui-même. Mais par-dessus cette liste froide, la voix de son père s'imposa, claire et inébranlable. « Fils, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il accomplit, mais à qui il choisit de sauver quand personne ne regarde. » Ethan coupa le moteur et sortit sous la pluie glaciale. L'eau transperça sa chemise dès les premières secondes, plaquant ses cheveux contre son crâne. Il avança lentement, les mains bien visibles, la voix douce. « Hé, c'est bon, je ne vais pas vous faire de mal. » Les 2 chiens relevèrent la tête en même temps, et le cœur d'Ethan se brisa un peu plus. Le golden, malgré sa propre souffrance, se plaça légèrement devant le labrador, comme un bouclier vivant. Ses yeux bruns, fatigués mais lucides, semblaient jauger Ethan avec une prudence forgée par de mauvaises expériences passées. Le petit labrador, plus jeune, glissa la tête sur le côté pour observer l'inconnu. Ses yeux paraissaient démesurés sur son visage maigre. Et ses tremblements étaient si intenses qu'Ethan pouvait les voir à plusieurs mètres. Lorsqu'elle tenta de se coller encore plus près du golden, celui-ci s'écarta légèrement pour mieux la couvrir, ignorant son propre inconfort. Ethan fit un pas de plus. « Je sais, vous ne me connaissez pas, mais je ne peux pas vous laisser ici. » Les oreilles du golden frémirent à ce ton calme. Quelque chose changea dans son expression. Pas encore de la confiance, mais la possibilité que cette main tendue ne soit pas une menace. Ethan s'accroupit, se rendant moins imposant. Le bout de la queue du golden remua légèrement comme un point d'interrogation hésitant. « Voilà, murmura-t-il, la paume ouverte. Je ne vais pas vous faire de mal. Ni à toi, ni à toi. » Il lui fallut plus de 15 minutes de patience, sous cette pluie battante, pour les convaincre d'avancer. Petit à petit, ils réduisirent la distance, laissant à Ethan le temps de voir l'état lamentable dans lequel il se trouvait. Coussinet, abîmé par le bitume, côte saillante, pelage terne. Ce n'était pas l'errance de quelques jours, c'était l'abandon sur la durée. Les faire entrer dans sa Honda Civic fut un petit défi logistique qui, dans d'autres circonstances, l'aurait presque fait sourire. Le golden dut se plier maladroitement pour tenir sur la banquette arrière. Le labrador, lui, se blottit aussitôt contre son protecteur, refusant de rompre leur contact. Même dans la chaleur relative de la voiture, ils restèrent nos collés l'un à l'autre, comme si l'idée même d'un espace entre eux était dangereuse. Ethan prit la direction de la clinique vétérinaire d'urgence la plus proche. Entre 2 coups d'œil dans le rétroviseur, il réalisa que, pour la première fois depuis 3 ans, ses pensées ne tournaient plus autour de sa propre douleur. Il se surprit à envisager des questions pratiques.
Avait-il besoin de soins immédiats? Combien coûterait la facture? Où trouver de la nourriture pour chien à 19h passé un mardi soir? Ce n'est qu'en se garant devant la clinique qu'il prit conscience de la portée réelle de sa décision. Il n'avait pas seulement sauvé 2 chiens d'un orage, il venait d'ouvrir une porte restée fermée depuis des années, et il n'y aurait pas de retour en arrière. 3 jours plus tard, l'appartement stérile d'Ethan n'avait plus rien à voir avec le lieu froid et impersonnel qu'il connaissait. Dans un coin du salon, un grand panier moelleux avait remplacé l'ombre d'un meuble vide. 2 gamelles en acier trônaient près de la cuisine, là où l'on n'avait jamais vu autre chose qu'un plancher impeccable. Et le silence oppressant des soirées avait laissé place au souffle régulier de 2 chiens profondément endormis. Le Golden et le Labrador avaient désormais des noms, Duke et Molly. C'était venu naturellement, presque comme si ces noms avaient toujours été les leurs. Depuis la première nuit, ils s'étaient approprié l'espace avec une discrétion touchante, s'installant toujours côte à côte, même pour boire ou manger. Et dans un coin du cœur d'Ethan, une chaleur nouvelle s'installait elle aussi. L'examen vétérinaire avait pourtant apporté son lot de surprises. Le docteur Olivia Tran, une femme à la fois efficace et d'une douceur naturelle envers ses patients à 4 pattes, avait trouvé quelque chose d'inattendu. Les 2 chiens portaient une puce électronique. C'est une bonne nouvelle, avait expliqué Olivia en consultant l'écran de son lecteur. Ses yeux brillaient d'un mélange de satisfaction professionnelle et de compassion. Cela veut dire qu'ils ont des propriétaires enregistrés, nous allons pouvoir retrouver leur famille. Le cœur d'Ethan s'était serré. Après seulement quelques heures avec Duke et Molly, l'idée de les voir repartir lui donnait l'impression d'une nouvelle perte. Mais il s'était forcé à sourire. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. La puce avait révélé un nom et une adresse à Bellevue. Eleanor Westwood, 1472 Willow Lane. Mais lorsque le numéro associé fut composé, il n'aboutit qu'à un message automatique. Ligne déconnectée. Les registres municipaux, eux, indiquaient que la maison avait été vendue 6 mois plus tôt avec une adresse de transfert vers un établissement de soins, le Sunset Grove Assisted Living. Le premier contact d'Ethan avec Sunset Grove lui donna l'impression de pénétrer dans un univers parallèle. L'endroit respirait le confort discret et cher. Sols en marbre, toiles de paysages encadrés, et ce silence feutré que l'on retrouve dans les lieux où la mort rôde souvent, mais où l'on préfère faire semblant qu'elle n'existe pas. À l'accueil, une réceptionniste au sourire impeccable l'orienta vers l'aile réservée aux patients en soins de mémoire. La chambre d'Eleanor se trouvait au bout d'un couloir lumineux, décoré de photos de voyage et de fleurs artificielles. Eleanor Westwood, 73 ans, portait la beauté patinée de ceux qui ont vécu pleinement. Ses cheveux argentés encadraient un visage marqué par l'intelligence et par cette tristesse confuse propre à certaines formes d'Alzheimer. Lorsqu'Ethan frappa doucement à la porte entr'ouverte, elle leva la tête de l'album photo posé sur ses genoux, mais son regard semblait flotter ailleurs, loin du moment présent. « Madame Westwood, je m'appelle Ethan Marshall. J'ai trouvé vos chiens. » La réaction fut immédiate. Le visage d'Eleanor se déforma sous le poids d'une émotion brute. Ethan lui montra sur son téléphone une photo de Duke et Molly installés sur son canapé. « Duke, Molly, mes bébés ?» Sa voix tremblait, emplie d'un amour qui transperçait la confusion. Une infirmière entra, son badge indiquant le prénom Rebecca. « Eleanor a des jours bons et des jours moins bons », expliqua-t-elle doucement à Ethan. « Aujourd'hui est un jour compliqué. Parfois, elle ne se souvient même pas d'événements anciens. » Mais Eleanor semblait déterminée. Ses yeux, fixés sur les images, retrouvèrent une lueur vive. « Duke, Molly » répéta-t-elle presque comme une prière. L'instant dura, puis le voile de la confusion revint, et elle contempla les photos comme si elles appartenaient à une autre vie. Ethan laissa ses coordonnées au personnel avant de partir, le cœur lourd d'avoir cru que cette rencontre apporterait une solution simple. 2 jours plus tard, il était de retour. Cette fois, Eleanor était assise près de la fenêtre, un plaid sur les genoux. Il venait à peine de s'installer face à elle pour lui montrer une vidéo des chiens jouant dans son salon lorsque la voix d'un homme claqua comme un coup de fouet. « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Ethan se retourna et découvrit un homme massif dans l'embrasure de la porte. 45 ans, costume froissé, cravate desserrée et cette tension dans les épaules qui trahit les combats qu'on perd depuis trop longtemps. « Robert, s'il te plaît », dit Eleanor avec une lucidité soudaine. Ce jeune homme a retrouvé Duke et Molly. Maman, ces chiens sont partis depuis 6 mois, répondit-il avec un ton condescendant. Tu dois arrêter avec ça. Puis en est-il se tournant vers Ethan. Et vous êtes qui au juste?
Ethan Marshall. J'ai trouvé vos chiens il y a 3 jours. Ils étaient à mal en point, mais maintenant ils vont bien. J'espérais vous les ramener. Robert eut un rire bref, sans joie. Les ramener? Ces bêtes m'ont coûté plus de 900 $ par mois en frais, ayant des pots de garantie. Elles sont la raison pour laquelle l'assurance habitation de ma mère a sauté après qu'elles ont soi-disant mordu le fils du voisin. Elles n'ont apporté que des problèmes. Le visage d'Elénore se crispa. Molly n'a jamais mordu personne. Elle est douce comme un agneau. Robert soupira. Maman, tu ne te souviens pas? L'incident date de 6 mois. C'est pour ça qu'elles sont parties. Mais Ethan, qui avait passé 3 jours à les observer avec des enfants du quartier, savait que c'étaient des chiens doux et équilibrés. Alors il demanda calmement « Où sont-elles allées exactement ?» Robert marqua une pause trop longue. « Aux services animaliers. Ils leur ont trouvé un bon foyer. » Ethan sentit la froideur envahir son estomac. L'histoire tenait mal debout. Mais Robert se raidit, sortit son téléphone et conclut « Je vais avoir besoin que vous me les rendiez immédiatement, ou j'appelle la police pour vol de propriété. » Elénore, alors, posa une main sur le bras d'Ethan. Sa voix, cette fois, était d'une clarté implacable. « Ne le laisse pas leur faire du mal, s'il te plaît. » La lettre arriva un jeudi matin, glissée sous sa porte avec la froide efficacité d'une mauvaise nouvelle. En haut, un en-tête élégant, Hartwell et Peters associés. Aucun lien de parenté avec lui, mais le genre de coïncidence qui donnait presque envie de rire. Sauf que rien dans le contenu n'invitait à sourire. 24 heures pour rendre les chiens. Sinon, plainte pour vol, détention illégale de biens et poursuite civile réclamant des dommages compensatoires et punitifs. Le texte rédigé dans ce jargon glacé des avocats transformait Duke et Molly en simples biens mobiliers à restituer. Ethan relut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Duke, couché à sa gauche, leva la tête et posa une patte sur sa cuisse. Molly, blottie de l'autre côté, pressa son corps contre le sien, comme s'il sentait son trouble et voulait l'ancrer dans le présent. « On a besoin d'aide », murmura-t-il en caressant le crâne de Duke. « De la vraie aide ». C'est ainsi qu'il se retrouva dans un bureau de la vieille ville, au 3e étage d'une maison victorienne transformée en cabinet d'avocat. L'endroit respirait la compétence sans ostentation. Briques apparentes, boiseries chaleureuses, odeur de café fraîchement moulu. Assise derrière un bureau en bois sombre, maître Laura Morales l'écouta attentivement, les mains croisées devant elle. La quarantaine, regard direct, voix calme, le genre de personne qui a vu passer trop de drames familiaux pour s'en étonner encore. Les affaires de garde animale sont plus complexes qu'on le croit, expliqua-t-elle après avoir lu la lettre. Dans l'État de Washington, les animaux sont considérés comme des biens. Mais il existe des précédents où le bien-être de l'animal a primé sur la simple propriété. Ethan se pencha légèrement. Quel genre de précédent? Abandon volontaire surtout. Si on prouve que l'ancien propriétaire a délibérément laissé l'animal, il perd ses droits. Mais pour ça, il nous faut des preuves solides. Et d'après ce que vous me dites, Robert Westwood a soigneusement ficelé son histoire avec les services animaliers. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui saura creuser. C'est ainsi qu'il rencontra Tom Ralston, un ancien détective de la police de Tacoma, reconverti dans les enquêtes privées. Grand, trapu, barbe, poivre et sel, et une manière de poser les questions qui donnait envie d'y répondre honnêtement. 3 jours plus tard, Tom débarqua chez Ethan avec des nouvelles qui mirent en pièces la version de Robert. Aucun chien correspondant à Duke ou Molly n'a été enregistré dans les refuges ou fourrières du comté depuis 1 an, ni dans les bases officielles, ni dans les associations partenaires. Ces chiens n'ont jamais vu l'intérieur d'un service animalier. L'ancien détective avait poussé plus loin. Il avait interrogé les voisins de l'ancienne maison d'Elénore. Tous se souvenaient parfaitement des 2 chiens, promenés chaque jour par la vieille dame. Puis, un matin, ils avaient disparu. À ceux qui avaient demandé, Robert avait répondu vaguement « Elle ne peut plus s'en occuper, ils sont dans un bon foyer ». Mais c'est le docteur Olivia Tran qui apporta l'élément le plus accablant. Dans une déclaration écrite, elle affirma « Les signes comportementaux observés chez Duke et Molly, hyperattachement, anxiété extrême à la séparation, méfiance envers les inconnus, ne viennent pas d'un simple changement de foyer. Ce sont les marques d'un abandon pur et simple. » Le portrait financier dressé par Tom ajouta une couche d'explication. Les soins mensuels d'Elénore à Sunset Grove coûtaient plus de 8 500 $. Le divorce de Robert, finalisé 4 mois plus tôt, l'avait laissé avec des dettes et une pension alimentaire lourde. Son travail de chef d'équipe dans une entreprise de logistique ne suffisait plus à tout couvrir. Et sa fille et l'adolescente,
installé avec sa mère à Denver, ne lui parlait presque plus. L'homme est dos au mur, conclut Tom, et les gens désespérés font des choix désespérés. J'ai le sentiment que ces chiens ne sont pas la première chose qu'il a sacrifiée pour alléger les dépenses. Pendant que l'enquête avançait, la vie d'Ethan changeait à une vitesse surprenante. Les promenades matinales avec Duke et Molly avaient remplacé ses séances de sport solitaire. Le soir, au lieu de s'abrutir devant un écran, il passait des heures à jouer avec eux ou à les voir dormir paisiblement. Ses collègues l'avaient remarqué. « T'as l'air différent », lui avait glissé son chef de projet un matin. Plus présent. Olivia Tran passait désormais régulièrement pour les visites de suivi, mais pas seulement. Un vendredi soir, elle arriva avec des plats à emporter et ils restèrent à discuter jusqu'à tard. Duke et Molly couchaient entre eux. Elle avait souri en caressant Molly. « Elles te font confiance comme si elles t'avaient choisi depuis toujours. » Mais la pression légale s'intensifiait. Robert avait franchi un cap, dépôt officiel de plainte, convocation devant le tribunal pour une audience préliminaire. La salle d'audience, tout en bois sombre et sauce officielle, impressionna Ethan qui sentit son estomac se nouer. Pourtant, en voyant la foule présente, son cœur se réchauffa. Des voisins, des collègues, mais aussi des inconnus avaient fait le déplacement. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Elijah Sauveur Duke et Molly avait explosé, accompagné d'une cagnotte qui avait déjà dépassé les 14 000 $, couvrant ses frais d'avocat et de vétérinaire. L'audience fut fixée au 19 novembre. À peine 3 semaines plus tard. Mais avant cette date, un appel discret allait tout changer. Rebecca, l'infirmière de Sunset Grove, demandait à le voir hors du cadre officiel. Elle disait avoir des informations et qu'il valait mieux qu'elle reste hors dossier. Ils se retrouvèrent dans un petit diner de Tacoma en fin d'après-midi. L'enseigne au néon clignotait par intermittence et à l'intérieur, l'odeur de café noir se mêlait au relent de bacon grillé. Rebecca arriva la première, assise dans un box au fond, loin des oreilles indiscrètes. Ethan la trouva nerveuse, triturant son mug entre ses mains. Elle paraissait plus jeune que dans ses souvenirs, peut-être au début de la trentaine. Ses yeux, d'ordinaire doux, avaient cette vigilance des gens sur le point d'enfreindre une règle importante. Eleanor n'est pas aussi confuse que son fils le laisse croire, attaqua-t-elle sans préambule. Oui, elle a un diagnostic d'Alzheimer, mais ses matinées... Elles sont claires, presque normales, elle se souvient. Ethan fronça les sourcils. De quoi exactement? Rebecca baissa la voix. Elle sait que Robert a mis Duke et Molly dehors. Elle sait qu'il a menti sur les services animaliers. Et elle sait qu'il se débarrasse peu à peu de ses affaires pour réduire les frais. Il sentit une colère froide monter. Pourquoi ne dit-elle rien? Parce qu'elle a peur. Le regard de Rebecca se fit grave. Il contrôle ses finances, ses décisions médicales et menace de la transférer dans un centre public si elle le contrarie. Là-bas, elle perdrait sa chambre privée, ses photos et les rares visites qu'elle reçoit encore. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit carnet à couverture bleue. Elle appelle ça son carnet de vérité. Elle y écrit quand son esprit est clair. Elle m'a demandé de te le remettre. Ethan ouvrit le carnet avec précaution. L'écriture tremblante mais lisible d'Eleanor occupait les pages. Chaque entrée datée. 4 octobre. Bobby est venu aujourd'hui. Il a encore demandé pour la bague de maman. Je lui ai dit que je l'avais donnée à Emma pour ses 16 ans, mais il affirme qu'Emma nie. J'ai peur qu'il veuille vendre tout ce qui reste. 9 octobre. Duke et Molly me manquent à en pleurer. Bobby dit qu'ils sont heureux dans une ferme, mais je sais qu'il ment. Je sais ce qu'il a fait. 14 octobre. Un jeune homme est venu avec des photos de mes bébés. Ils sont vivants, en sécurité. Mais Bobby va vouloir les reprendre, il faut les protéger. 17 octobre. Rebecca m'a dit que le jeune homme s'appelle Ethan Marshall. Marshall, comme Samuel Marshall qui travaillait avec Harold à la clinique. Harold disait toujours que Samuel était le vétérinaire le plus compatissant qu'il ait connu. Est-ce un signe de là-haut? La dernière page, datée de 2 jours plus tôt, fit serrer la gorge d'Ethan. 20 octobre. Je me souviens de tout, mais je dois continuer à jouer la comédie. Si Ethan se bat pour Duke et Molly, je trouverai un moyen de l'aider. Je les ai laissés tomber une fois, plus jamais. Ethan referma le carnet, la gorge serrée. Elle les protège depuis le début, murmura-t-il. Rebecca hocha la tête. Eleanor Westwood est l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais connues. Mais elle a besoin que quelqu'un soit fort pour elle aussi. En repartant, le carnet sur le siège passager, Ethan sentit le poids de la mission se préciser. Ce n'était plus seulement une histoire de sauver 2 chiens. C'était une question de dignité, de protéger une femme vulnérable contre son propre fils. Et au fond,
de défendre l'idée que l'amour et la loyauté valaient plus que n'importe quel droit de propriété. Le 19 novembre arriva sous un ciel limpide, comme si la météo ignorait la tempête qui se préparait à l'intérieur du palais de justice de Seattle. Ethan se tenait sur les marches, ajustant pour la 3e fois sa cravate, tandis que Duke et Molly attendaient à ses côtés, parfaitement calmes, comme s'ils savaient que quelque chose d'important se jouait. Les marches du tribunal grouillaient de journalistes, de caméras et de soutiens venus de tout le comté. Des pancartes « Justice pour Duke et Molly » et « Les animaux ne sont pas des objets » flottaient dans la foule. Un journaliste d'une chaîne locale s'approcha. « Monsieur Marshall, vous pensez gagner aujourd'hui ?» Ethan respira profondément. « Nous ne nous battons pas seulement pour 2 chiens. Nous nous battons pour l'idée que l'amour et le soin comptent là plus que des papiers administratifs. » Maître Laura Morales apparut à ses côtés, posant une main rassurante sur son épaule. « On y va ?» La juge Reynolds n'aime pas les retards. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Des voisins, des collègues d'Ethan, mais aussi de parfaits inconnus, remplissaient les bancs, débordant jusque dans le couloir. Tout au fond, il aperçut le docteur Olivia Tran, qui lui adressa un discret signe de tête. La juge Patricia Reynolds, figure imposante aux cheveux argentés tirés en arrière, entra et demanda le silence. Sa voix, claire et ferme, résonna dans la salle. « Nous sommes ici pour une audience préliminaire concernant la garde de 2 animaux domestiques. Malgré la tension médiatique, ma décision se fondera uniquement sur le droit et l'intérêt des animaux. » Robert Westwood était assis à la table du plaignant aux côtés de son avocat, Marcus Hartwell, un homme aux allures de prédateur en costume sur mesure. Hartwell ouvrit le bal avec un discours parfaitement huilé. « Madame la juge, cette affaire est simple. Ces chiens ont été achetés par Madame Eleanor Westwood, enregistrés à son nom et font donc partie de son patrimoine. Mon client, en tant que mandataire légal, a toute autorité sur eux. Monsieur Marshall, quel que soit son bon cœur, n'a aucun droit de les garder. » Puis ce fut au tour de Maître Morales. Elle s'avança avec un dossier épais. « Madame la juge, cette affaire n'est pas une banale question de propriété. C'est une affaire d'abandon et de maltraitance par négligence. Nous démontrerons que M. Westwood a volontairement laissé ces animaux à la rue, leur causant un traumatisme sérieux, et que leur retour dans ses mains constituerait une cruauté manifeste. » La juge hocha la tête. « Très bien, j'entends les témoignages. Monsieur Hartwell, votre témoin. » Robert prit place à la barre. Il parle d'une voix qui se voulait émue. Maman ne se souvenait même plus de leur existence. Je venais et trouvais leurs gamelles vides. Elle oubliait de les nourrir. C'était cruel de les garder. Quand vint le contre-interrogatoire, Maître Morales attaqua sans détour. « Vous avez dit les avoir confiés aux services animaliers. Où est la preuve de dépôt ?» Robert se figea. « Je ne l'ai pas avec moi. Parce qu'elle n'existe pas, n'est-ce pas ? Vous ne les avez jamais emmenés dans un refuge. » Il détourna le regard. « Je ne me souviens pas des détails. » La juge intervient. « Répondez clairement, monsieur Westwood. » Robert soupira, la voix dure. « Très bien, je les ai laissés dehors. Je pensais... J'espérais que quelqu'un les trouverait. » Un murmure indigné parcourut la salle. Puis ce fut au tour de la défense. Olivia Tran témoigna de l'état de santé des chiens. Coussinets abîmés, perte de poids, comportement lié à l'abandon. Mais le moment le plus fort arriva quand la porte du tribunal s'ouvrit. Eleanor Westwood entra, avançant lentement avec un déambulateur, les yeux brillants d'une lucidité que personne ne semblait attendre. Robert se leva stupéfait. « Maman, tu ne devrais pas... »« Je suis exactement là où je dois être, » répondit-elle d'une voix claire qui fit taire la salle. La juge l'observa. « Madame Westwood, comprenez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?»« Parfaitement. Je suis ici pour parler pour Duke et Molly, qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ce ne sont pas des biens, ce sont de la famille. Et la famille, on ne l'abandonne pas. » Elle raconta, avec une précision implacable, comment elle avait découvert leur disparition, les mensonges de son fils, sa peur calculée pour préserver ce qui lui restait. Puis, les mains tremblantes, mais la voix ferme, elle sortit son carnet de vérité et le remit à la juge. « J'ai feint la confusion pour me protéger, mais je n'ai jamais oublié mes chiens. » Lorsqu'Eleanor se tourna vers Ethan, ses yeux se remplirent de larmes. Il les a sauvés, mais plus encore, ils l'ont sauvé lui aussi. La juge demanda une courte suspension. Quand elle revint, son verdict provisoire tomba comme un coup de tonnerre. Les preuves démontrent un abandon volontaire. La garde provisoire de Duke et Molly est accordée à M. Marshall jusqu'à l'audience finale. La salle explosa en applaudissements.
Duke et Molly, comme s'ils comprenaient, se pressèrent contre les jambes d'Ethan. Mais au fond, ils savaient que la bataille ne faisait que commencer. Le coup de téléphone arriva au milieu de la nuit, à 3h18 exactement. Ethan se réveilla en sursaut, encore engourdi, et décrocha. À l'autre bout, la voix de Rebecca, posée mais alourdie par une urgence qui ne laissait aucun doute. « Ethan, c'est Eleanor, elle a fait un accident vasculaire cérébral massif. Si tu veux lui dire au revoir, il faut venir tout de suite. » Les rues de Seattle étaient désertes à cette heure-là. Il conduisait vite mais prudemment, les mains crispées sur le volant. Duke et Molly, à l'arrière, semblaient comprendre la gravité du moment. Ils ne faisaient pas un bruit, leurs yeux rivés sur lui. À Sunset Grove, les néons du couloir blanchissaient tout, rendant la scène presque irréelle. La chambre d'Eleanor, pourtant, restait empreinte de chaleur. Ses photos encadraient la tête de lit, un bouquet de fleurs fraîches trônait sur la table, et au pied du lit, ses vieux paniers pour chiens. Vide, mais toujours là. Robert était déjà assis à son chevet, le visage marqué par une fatigue plus profonde que celle d'une simple nuit blanche. Il leva les yeux vers Ethan, et dans son regard, il n'y avait ni défi, ni colère. Seulement l'épuisement. Les médecins disent que c'est irréversible, elle ne se réveillera pas. Ethan s'approche, Duke et Molly se placèrent de part et d'autre du lit, posant doucement leur museau contre le bras inerte de leur ancienne maîtresse. Le rythme de sa respiration sembla se réguler, comme si elle sentait leur présence. Robert brisa le silence, la voix rauque. « Tu veux la vérité? Je ne les ai pas mis dehors juste à cause de l'argent. Chaque fois que je les voyais, je pensais à ce que je n'étais pas capable d'être pour elle. Il lui donnait quelque chose que je ne pouvais pas donner, de l'amour pur, sans reproche, sans condition. Je n'ai pas supporté, alors j'ai fait la pire des erreurs. » Ethan le fixa, partagé entre la colère et une étrange forme de compassion. Il comprenait que parfois, la douleur tord le jugement jusqu'à le briser. La docteure Linda Kawamura entra, s'excusant de les interrompre. Elle a laissé des directives claires, pas d'acharnement. Nous pouvons la maintenir confortable, mais c'est tout. Les heures suivantes se déroulèrent dans un silence presque sacré. Robert parlait à sa mère, évoquant des souvenirs d'enfance, des excuses maladroites, des regrets trop lourds pour être déposés ailleurs qu'auprès d'elle. Ethan, lui, restait à ses côtés, posant parfois une main sur la sienne, observant Duke et Molly qui ne bougeaient pas. Elle s'éteignit doucement à 14h47, le jour de Thanksgiving. Sa respiration se fit plus lente, plus légère, puis disparut. Aucun son ne vint rompre ce moment, si ce n'est le froissement discret du drap. Duke et Molly levèrent la tête, la fixèrent, puis se recouchèrent, toujours collés à elle. Robert éclata en sanglots, des sanglots qui semblaient venir de plusieurs années de retenue, et pour la première fois, Ethan posa une main sur son épaule sans un mot. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début d'humanité retrouvée. 3 jours plus tard, l'église du quartier débordait de monde pour les funérailles. Eleanor avait prévu chaque détail, des fleurs blanches, des photos de ses chiens projetées sur un écran, et même Duke et Molly marchant dignement derrière le cercueil comme des porteurs d'honneur. Cette image arracha des larmes à toute l'assemblée. Le discours de Robert surprit tout le monde. Il ne se défaussa pas, ne chercha pas à se justifier. Ma mère m'a appris que l'amour, ce n'est pas être parfait. C'est continuer à choisir quelqu'un, même quand c'est difficile, même quand ça coûte. Je n'ai pas toujours fait ce choix, mais elle, oui. 2 jours plus tard, au cabinet de l'avocate de famille, Ethan fut convié à la lecture du testament. Il se sentait presque intrus, mais Eleanor avait expressément demandé sa présence. Et lorsque Maître Stevens lut la clause qui changea tout, il comprit pourquoi. Eleanor léguait $200 000 pour créer un refuge. Le Harold et Eleanor Westwood Memorial Animal Sanctuary. Et le directeur désigné, c'était lui. La pièce resta silencieuse. Robert, au lieu de protester, se contenta de baisser les yeux. Elle avait tout prévu, depuis longtemps. 1 mois jour pour jour après les funérailles, Ethan reçut une enveloppe crème déposée en main propre par Maître Stevens. « Eleanor m'a demandé de vous remettre ceci uniquement lorsque le sanctuaire serait officiellement lancé, ou que vous douteriez du rôle que le destin a joué dans cette histoire. » Il l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur, une lettre manuscrite, l'écriture soignée d'Eleanor, légèrement tremblée par l'âge, mais encore ferme. « Mon cher Ethan, si tu lis ces lignes, c'est que mon plan a fonctionné mieux que je n'aurais osé l'espérer. Tu crois peut-être au hasard? Moi, je crois aux rencontres qui devaient avoir lieu. » Les phrases suivantes lui coupèrent de là presque le souffle. Eleanor expliquait que la rencontre sous la pluie n'avait pas été un accident.
Elle avait passé des mois à se renseigner sur lui, après avoir découvert, par une conversation avec Rebecca, qu'il était le fils de Samuel Marshall, le vétérinaire avec qui son mari Harold avait travaillé des années plus tôt. Ton père parlait souvent de toi, de ce garçon brillant qui aidait aux soins des animaux, mais qui s'était perdu après la mort de celui qu'il admirait le plus. Je savais que Duke et Molly auraient besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui comprenne que sauver un animal, c'est aussi se sauver soi-même. Elle raconta comment elle avait entraîné les deux chiens à rester ensemble coûte que coûte, à se rapprocher prudemment d'un étranger bienveillant, à se faire remarquer juste assez pour éveiller la compassion. Elle avait calculé le moment et le lieu, sachant que des travaux sur Pine Hill Avenue forceraient les voitures à ralentir. Robert ne connaît pas toute l'histoire. Il croit que sa décision de s'en débarrasser lui appartient. La vérité, c'est que j'ai subtilement provoqué cette décision, sachant qu'il choisirait la voie la plus simple. Je voulais que ce soit toi qui les trouve. Je voulais que ce soit à ce moment-là, quand tu serais prêt à laisser entrer de nouveau quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. Ethan posa la lettre, se frotta le visage. Tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois, du choc sous la pluie à la bataille judiciaire, avait été pensé par cette femme pour aboutir à ce point précis. Mais la suite du texte fit naître autre chose qu'un simple vertige. Le sanctuaire n'est pas un geste improvisé. Harold et moi avons cherché le terrain parfait, conçu les plans et constitué un fonds qui, bien géré, pourrait durer des décennies. Il ne nous manquait qu'une chose, la personne qui pourrait le faire vivre, toi. Elle terminait sur une phrase qui vibrait encore dans la tête d'Ethan longtemps après avoir replié la lettre. Nous n'avons pas eu d'enfant, mais si nous en avions eu, nous aurions voulu qu'il soit tout comme toi. Ce sanctuaire, c'est notre héritage. Maintenant, il est aussi le tien. 2 semaines plus tard, Ethan se tenait sur le terrain acheté par Eleanor à 1 heure de route de la ville. 50 hectares de collines verdoyantes bordées par une rivière claire. Les premières machines commençaient à creuser les fondations. Robert, contre toute attente, était là aussi, un gilet fluorescent sur le dos, donnant un coup de main. « Je crois que je comprends enfin pourquoi elle a fait tout ça », dit-il en regardant la pelleteuse. Ce n'était pas seulement pour sauver ses chiens, c'était aussi pour sauver des morceaux de nous qu'on avait laissés mourir. Le chantier avançait vite. Le bâtiment principal pourrait accueillir 30 chiens, avec des espaces médicaux, des zones de jeu et même des sentiers de promenade à travers bois. Les plans prévoyaient un bassin où les chiens pourraient nager, des espaces de socialisation et un petit logement pour un gardien permanent. Chaque soir, Duke et Molly inspectaient les travaux avec Ethan, trottant à travers les allées encore boueuses, comme s'ils prenaient possession de leur futur royaume. Le jour où il rentra chez lui et les vit endormis côte à côte dans le soleil couchant, il se dit qu'Eleanor avait raison. Ce n'était pas du hasard. C'était une histoire écrite à l'avance, mais qu'il avait dû vivre pleinement pour en comprendre le sens. Le printemps suivant, le sanctuaire était prêt. Les bâtiments flambant neufs s'élevaient au milieu des collines, peints dans des tons chauds qui se fondaient avec le paysage. Des parterres de fleurs bordaient l'entrée, et un large portail en bois portait une inscription gravée « Sanctuaire Harold et Eleanor Westwood », là où chaque vie compte. Le jour de l'inauguration, une centaine de personnes se rassemblèrent. Il y avait des bénévoles, des voisins, des familles venues avec leurs enfants et même des journalistes. Robert, costume simple et mains dans les poches, resta discret, observant la foule avec un mélange de fierté et de mélancolie. Rebecca était là aussi, un sourire sincère aux lèvres, et Olivia Tran avait pris la journée pour participer. Ethan, debout sur l'estrade improvisée, prit la parole. Ce lieu n'est pas seulement un refuge pour animaux, c'est un refuge pour ceux qui croient que la compassion est une force plus grande que la loi ou l'argent. Eleanor a imaginé cet endroit pour que chaque chien abandonné ait une seconde chance. Et aujourd'hui, nous faisons vivre son rêve. Les premiers pensionnaires arrivèrent dans les jours qui suivirent. Certains étaient confiés directement par leurs propriétaires en difficulté, d'autres venaient de fourrières surpeuplées. Chaque arrivée déclenchait un rituel. Un examen médical complet, un passage par le bain, puis une promenade d'accueil sur les sentiers du sanctuaire. Duke et Molly, désormais ambassadeurs officiels des lieux, avaient un don pour rassurer les nouveaux venus. Ils approchaient doucement, reniflaient, jouaient un instant, puis guidaient les plus craintifs vers l'espace de repos. Les bénévoles plaisantaient en disant qu'ils étaient les directeurs non officiels du sanctuaire. Un après-midi, alors qu'ils signaient des papiers dans le bureau, Olivia entra en souriant. « Tu devrais venir voir ça. » Intrigué, Ethan la suivit jusqu'au portail d'entrée. Là, un jeune couple attendait, trempé par une pluie printanière,
tenant en laisse 2 chiens visiblement exténués. Ethan sentit une étrange sensation lui parcourir l'échine. L'un était un berger australien au pelage noir et blanc, l'autre un petit terrier brun aux yeux immenses. Comme Duke et Molly des mois plus tôt, ils se tenaient collés, refusant de s'éloigner l'un de l'autre. « On les a trouvés près de l'ancienne voie ferrée », expliqua le jeune homme. « Ils étaient trempés et affamés. On ne pouvait pas les laisser là. » Ethan s'accroupit, tendit la main. Le berger australien fit un pas hésitant, puis 2, jusqu'à poser sa tête contre sa paume. Le terrier suivit aussitôt, collant son museau contre la main de l'homme qui les avait sauvés. Un sourire étira les lèvres d'Ethan. « Bienvenue, Storm et Rain. » Le couple se regarda surpris. « Vous aviez déjà choisi leur nom ?»« Non, » répondit-il en se redressant. « Disons que j'ai appris à reconnaître les signes. Ce soir-là, alors que Storm et Rain dormaient blottis contre Duke et Molly, Ethan sortit sur la terrasse du sanctuaire. La rivière en contrebas scintillait sous la lune, et un vent léger portait l'odeur de l'herbe fraîche. Il pensa à Eleanor, à son père, et à ce chemin qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Dans ce silence apaisant, une certitude s'imposa. Ce lieu ne sauverait pas seulement des chiens. Il sauverait aussi des gens, encore et encore, à commencer par lui. Dès le premier été, le sanctuaire devint plus qu'un simple refuge. Il se transforma en point de ralliement pour tout le comté. Les familles venaient le week-end pour promener les chiens. Les écoles organisaient des sorties pédagogiques et même la petite bibliothèque municipale avait créé un programme où des enfants lisaient à voix haute aux pensionnaires pour les habituer à entendre des voix humaines douces. L'une des premières grandes histoires d'adoption fut celle de Jasper, un vieux husky aux yeux vairons retrouvé errant près des docks. Sa fourrure était terne, ses pattes usées et il boitait légèrement. Personne ne semblait vouloir d'un chien âgé. Mais un après-midi, une femme d'une 50aine d'années nommée Karen franchit le portail. Veuve depuis peu, elle cherchait une compagnie calme. Dès qu'elle croisa le regard de Jasper, quelque chose passa entre eux. 2 semaines plus tard, une photo d'eux, assis ensemble sur un banc au coucher du soleil, fit le tour des réseaux sociaux. Puis il y eut Max et Lily, 2 chiots inséparables retrouvés dans une caisse au bord d'une route de campagne. Ils passaient leur journée à courir après Duke et Molly, qui semblaient tolérer leur énergie débordante avec une patience infinie. Un couple avec 2 enfants finit par les adopter et la vidéo de leur départ avec Duke, les accompagnant jusqu'à la voiture, fit fondre le cœur de milliers de spectateurs en ligne. Pour Ethan, chaque adoption était une victoire, mais aussi un pincement au cœur. Il s'était promis de ne pas s'attacher trop à ceux qui ne resteraient que de passage, promesse qu'il brisait à chaque fois. Olivia, qui passait toujours régulièrement, se moquait gentiment de lui. « Tu as ce regard-là, celui qui dit que tu voudrais tous les garder. » Le sanctuaire commençait aussi à changer la perception de la communauté sur les animaux abandonnés. Les bénévoles venaient de plus en plus nombreux, certains faisant plus d'1 heure de route pour participer. Une équipe de lycéens avait même lancé un projet de levée de fonds pour financer un petit parc d'agilité afin d'aider les chiens à retrouver confiance en eux. Un soir d'août, après une journée particulièrement chargée, Ethan organisa un barbecue pour remercier tout le monde. Les tables étaient disposées en demi-cercle près du bâtiment principal, illuminées par des guirlandes accrochées aux arbres. Les rires se mêlaient aux aboiements joyeux et Duke, fidèle à lui-même, circulait de groupe en groupe comme s'il accueillait personnellement chaque invité. Au milieu de la soirée, Robert prit la parole, c'était rare. « Je sais que je ne suis pas le héros de cette histoire, mais je veux que vous sachiez que ce sanctuaire m'a changé. » Il fit une pause, visiblement ému. « Je ne peux pas réparer le passé, mais je peux aider à construire quelque chose de bien. Alors, à partir de demain, je serai là, chaque jour, pas comme un Westwood, mais comme un bénévole. » Les applaudissements furent sincères. Ethan croisa son regard et y vit, pour la première fois, une forme de paix. Quand la soirée toucha à sa fin, Ethan resta dehors, assis sur la terrasse avec Olivia, un verre à la main. Ils observaient la cour, encore animée par les dernières conversations. « Tu sais, dit-elle, je crois qu'Eleanor avait prévu tout ça. Pas seulement pour toi, pour Robert aussi, et pour ce comté. » Il hocha la tête. Elle savait que sauver un chien, c'est souvent sauver bien plus qu'une seule vie. La lune montait lentement au-dessus des collines. Au loin, Storm et Rain jouaient avec 2 nouveaux arrivants, et Molly les surveillait, couchés dans l'herbe. Tout semblait à sa place. Le début de l'automne apporta au sanctuaire une série de journées calmes, presque trop calmes pour Ethan, qui savait que ce genre d'accalmie ne durait jamais. L'appel arriva un jeudi matin alors qu'il terminait de nourrir les pensionnaires. C'était le shérif local, Carter Whitman, un vieil ami de Robert. «
Ethan, on a une situation dans le secteur de Clearwater Gorge. Un camion transportant des chiens pour un élevage clandestin a eu un accident sur la route. Certains se sont échappés et se dirigent vers la gorge. Les pompiers n'arrivent pas à les approcher. En moins de 15 minutes, Ethan était sur place avec Robert et 2 bénévoles aguerris, suivis de Duke et Molly, équipés de gilets fluorescents chiens de sauvetage. La scène était chaotique. Le camion renversé, la porte arrière ouverte, des caisses brisées éparpillées sur la chaussée, et au loin les aboiements affolés résonnant dans les bois. Le shérif expliqua que 3 chiens manquaient encore à l'appel, dont une femelle lévrier blessée qui avait été vue pour la dernière fois au bord du ravin. Sans hésiter, Ethan attacha une longe à Duke et s'avança dans la forêt humide. Les feuilles détrempées rendaient le sol glissant, et chaque pas devait être mesuré. Ils trouvèrent le premier chien, un border collie paniqué, coincé dans un enchevêtrement de ronces. Duke s'approcha doucement, s'allongea à quelques mètres et attendit. Le collie, intrigué par cette présence calme, finit par ramper vers lui. Ethan put alors le libérer et l'emmener jusqu'à l'équipe de secours. Le deuxième, un jeune husky, fut repéré grâce à Molly. Elle s'était figée, les oreilles dressées, fixant un buisson. Le husky, tremblant et couvert de boue, n'opposa aucune résistance quand Ethan le prit dans ses bras. Restait la femelle lévrier. Le soleil commençait à décliner et l'air se refroidissait dangereusement. Olivia, qui avait rejoint les secours pour prêter main forte, insista pour accompagner Ethan dans la descente vers le ravin. Si elle est blessée, il faudra la stabiliser tout de suite. Ils progressèrent lentement, guidés par les aboiements lointains de Duke. Et puis de soudain, ils la virent. Une silhouette fine, couchée sur un rocher glissant, une patte tordue, à quelques mètres d'une chute de 10 mètres dans les eaux tourbillonnantes. « On n'a pas beaucoup de temps », souffla Olivia. Ethan s'approcha à genoux, parlant doucement pour apaiser la chienne. Il tendit la main, mais au moment où il allait la saisir, le rocher sous lui céda légèrement. Il se rattrapa de justesse, son cœur battant à tout rompre. Duke, resté à quelques pas, poussa un aboiement grave et insistant comme pour maintenir la lévrier consciente et calme. Millimètre par millimètre, Ethan se rapprocha jusqu'à passer la longe autour de son cou. Avec Olivia qui la maintenait contre elle, ils parvinrent à la remonter lentement vers un terrain sûr. Quand ils atteignirent la route, la nuit tombait déjà. La lévrier fut immédiatement transportée au sanctuaire pour recevoir des soins. Olivia, encore haletante, posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Si tu n'avais pas été là, elle n'aurait pas survécu. » Il répondit dans un souffle, « Ce n'est pas moi, c'est Duke et Molly. Ils savent de mieux que nous ce que c'est que d'avoir besoin d'être sauvés. » L'histoire fit la une du journal local le lendemain, renforçant encore la réputation du sanctuaire. Mais pour Ethan, le plus marquant n'était pas l'article ni les félicitations, c'était le souvenir du moment où, dans l'obscurité, il avait senti la patte de la lévrier se détendre dans ses mains, comme une confiance offerte sans condition. C'était un matin gris de novembre, avec cette brume épaisse qui avale les collines et transforme chaque silhouette en ombre mouvante. Ethan buvait son café sur la terrasse quand il aperçut la camionnette blanche de la police animale s'arrêter devant le portail. 2 agents en descendirent, accompagnés d'un chien qui semblait plus fantôme que vivant. C'était un berger allemand mâle, grand, mais amaigri à l'extrême. Son poil, jadis sûrement somptueux, était terne et emmêlé. Ses yeux, d'un brun profond, fixaient un point invisible comme s'il regardait à travers le monde. L'agent principal, un certain Miller, expliqua qu'il avait été trouvé errant près d'un entrepôt abandonné, sans collier ni puce électronique. Il est craintif mais pas agressif, les précisa-t-il, et il a un tatouage d'identification militaire. Ethan sentit une tension familière se nouer dans sa poitrine. Son père avait souvent travaillé avec des chiens militaires à la retraite, et il se souvenait parfaitement d'un en particulier, un berger allemand, nommé Koda, compagnon d'un soldat blessé que son père avait essayé d'aider. En vain. L'histoire s'était mal terminée et Ethan avait enterré ce souvenir au fond de lui. Il s'accroupit, la main tendue. Le berger allemand, après un long moment, fit un pas en avant, puis un autre. Lorsqu'il posa son museau contre la paume d'Ethan, une image fulgurante lui revint. Lui, adolescent, caressant Koda dans la cour arrière de la clinique vétérinaire de son père, juste avant que le chien ne soit repris par l'armée pour être replacé ailleurs. Olivia, qui observait la scène, perçut le changement dans son regard. « Tu le connais » demanda-t-elle doucement. Ethan secoua la tête incertain. « Je ne sais pas, mais il me rappelle quelqu'un. » Le chien, qu'ils baptisèrent de Shadow, resta prostré pendant les 2 premiers jours, refusant de manger ou de jouer.
Seul Duke parvint à l'approcher, s'asseyant simplement à côté de lui pendant des heures, comme il l'avait fait pour Molly autrefois. Peu à peu, Shadow commença à suivre Duke, puis à explorer timidement l'enclos. Un soir, alors qu'il brossait doucement le pelage de Shadow, Ethan remarqua une vieille cicatrice derrière son oreille gauche, exactement au même endroit que celle que portait Koda. Son cœur accéléra, et s'il s'agissait bien de lui, les années, les blessures et l'errance auraient pu effacer beaucoup de choses, mais pas cette marque. Il appela un ancien contact de son père, un maître chien militaire à la retraite nommé Hank Peterson. Le lendemain, Hank arriva au sanctuaire et s'approcha lentement de Shadow. À peine eut-il prononcé quelques ordres en allemand que le chien redressa la tête, alerte, et exécuta les mouvements avec précision. « C'est lui », confirma Hank, la voix émue. « C'est Koda. Je croyais qu'il avait été placé dans une famille après la blessure de son maître. On m'a dit qu'il était mort il y a 3 ans. » Ethan resta silencieux, caressant doucement la nuque du chien. Ce n'était plus Koda le soldat, c'était Shadow, le survivant. Et quelque part, c'était aussi un lien direct avec son père, un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait choisi de continuer à défendre. Cette nuit-là, il dormit peu, repensant à tout ce que ce chien avait traversé. Et il se fit une promesse. Shadow ne serait plus jamais abandonné, ni utilisé comme un outil. Il finirait ses jours ici, entouré, aimé, libre. L'hiver s'installait, recouvrant les collines d'un manteau de givre qui craquait sous chaque pas. Le sanctuaire fonctionnait au ralenti, la plupart des chiens préférant rester à l'intérieur, blottis près des chauffages. Shadow, lui, semblait étrangement nerveux. Il passait des heures à scruter la clôture, oreilles dressées, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Un après-midi, alors qu'Ethan revenait d'une course, il trouva Robert à l'entrée discutant avec 2 hommes en manteau sombre. Leurs visages fermés et leurs questions précises déclenchèrent aussitôt l'instinct protecteur d'Ethan. « On nous a dit qu'un berger allemand militaire avait été trouvé ici, » dit l'un d'eux, accent étranger à peine dissimulé. « Nous étions amis avec son ancien maître. Nous voulons le voir. » Ethan sentit que quelque chose clochait. « Désolé, mais aucun chien ici ne peut être remis sans procédure légale. » Les hommes échangèrent un regard, puis s'éloignèrent, mais pas avant que l'un d'eux ne glisse un papier dans sa main. Une adresse, griffonnée rapidement, et un mot, appelé. Où il y aura des problèmes. Il montra le papier à Hank Peterson le soir même. Le vieux maître chien pâlit. Ethan, l'ancien maître de Koda, enfin Shadow, était impliqué dans une opération spéciale qui a mal tourné à l'étranger. Certains des hommes arrêtés n'ont jamais été retrouvés. Si ces types savent que le chien est vivant, c'est qu'ils le cherchent pour une raison. Ethan resserra sa prise sur le papier. Et je suppose que cette raison n'a rien de bon. Les jours suivants, des signes inquiétants apparurent, des empreintes dans la neige près de la clôture, des traces de pneus le long du chemin privé, et une fois un drone survolant l'enclos. Robert, désormais pleinement engagé dans la protection du sanctuaire, proposa de rester en surveillance la nuit. Olivia insista pour installer un système de caméras et renforcer les verrous. « Si quelqu'un pense pouvoir venir prendre un chien ici, il se trompe lourdement, » dit-elle en montant une barrière supplémentaire. La tension atteignit son comble une nuit de tempête quand Duke et Molly se mirent à aboyer furieusement. Ethan se précipita dehors et aperçut, à travers les rafales de neige, 2 silhouettes près de l'enclos de Shadow. Sans réfléchir, il courut, suivi de Robert. Les intrus prirent la fuite, mais dans la précipitation, l'un glissa et tomba. Ils l'attrapèrent et l'emmenèrent à l'intérieur jusqu'à l'arrivée du shérif. C'était l'un des hommes en manteau sombre. Dans sa poche, on trouva une clé USB. Le lendemain, Hank l'analysa. Elle contenait des documents cryptés, mais un dossier non protégé révéla des photos de Shadow et une liste de noms. Parmi eux, celui de l'ancien maître, barré d'un trait rouge, et celui d'Ethan, encerclé en rouge vif. « Il te surveille », dit Hank, grave. « Pas seulement le chien, toi aussi. » Ethan comprit que le sanctuaire, sa mission et même la sécurité des bénévoles étaient désormais en jeu. Il prit alors une décision. S'il fallait se battre pour protéger Shadow et les autres chiens, il le ferait, comme Eleanor l'aurait voulu. La nuit suivante, l'air était glacial, presque coupant, et une lune pâle éclairait faiblement les collines. Ethan avait réuni Robert, Hank et Olivia dans le bureau du sanctuaire. Sur la table, un plan imprimé des lieux, annoté avec des points rouges, là où les caméras avaient détecté des mouvements suspects. « Ils reviendront ?» dit Hank. « Pas pour discuter. Il faut être prêt. » Robert hocha la tête. Les caméras sont reliées directement au poste du shérif. Dès qu'elles captent une intrusion, une patrouille est envoyée. Mais
Il va falloir gagner du temps si ça dégénère. Vers 2 heures du matin, Duke et Molly se mirent à aboyer, cette fois avec une urgence qui glaça Ethan. Shadow, jusqu'alors couché, bondit vers la porte, les muscles tendus. Sur les écrans, 2 silhouettes franchissaient la clôture arrière, équipées de sacs et de lampes frontales. Ethan attrapa une lampe torche et sortit avec Robert. La neige crissait sous leurs pas, le faisceau éclairant des ombres mouvantes. Les intrus se dirigeaient droit vers l'enclos de Shadow. Mais le berger allemand ne recula pas. Il resta planté, droit, la tête haute, comme un soldat à son poste. « Vous n'avez rien à faire ici !» cria Ethan. L'un des hommes sortit un objet métallique brillant, mais avant qu'il ne puisse faire un geste, Duke fonça, suivi de Molly, aboyant et tournant autour d'eux pour les désorienter. Hank surgit par le côté avec une batte de baseball, Olivia brandissant un bâton de randonnée. Les intrus, Erwan, surpris par cette résistance, hésitèrent. C'est alors que les gyrophares bleus du shérif illuminèrent la neige. Les hommes tentèrent de fuir, mais glissèrent sur la pente gelée. En quelques secondes, ils furent de menottés. Le shérif Whitman s'approcha d'Ethan. « Vous avez eu de la chance. On a trouvé dans leur véhicule des tranquillisants et des colliers renforcés. Ils n'étaient pas venus pour discuter. » Au poste, l'interrogatoire révéla que les 2 hommes appartenaient à un réseau cherchant à récupérer des actifs sensibles liés à d'anciennes opérations militaires. Shadow, ou plutôt Koda, était l'un de ces actifs. Mais avec leur arrestation et la saisie de leur matériel, la menace directe semblait écartée. De retour au sanctuaire, alors que l'aube rosissait l'horizon, Ethan s'accroupit près de Shadow. « C'est fini, mon vieux. Tu es chez toi maintenant. Personne ne t'arrachera plus à cette terre. » Le chien posa doucement sa tête contre son épaule comme pour sceller cette promesse. Quelques jours plus tard, la vie reprit son cours. Les bénévoles revinrent, les chiens couraient dans l'enclos et un groupe d'écoliers vint planter des arbres pour créer une petite forêt ombragée. Robert, fidèle à sa parole, passait désormais ses journées à réparer, construire et accueillir les visiteurs. Un samedi après-midi, Olivia s'assit avec Ethan sur la terrasse sous une tasse de thé fumante entre les mains. Il regardait Duke et Molly jouer avec Storm, Rain et Shadow qui participaient enfin aux courses et aux cabrioles. « Tu sais, dit-elle, si Éléonore voyait ça, elle te dirait que tu as dépassé ce qu'elle avait imaginé. » Ethan sourit, le regard perdu vers l'horizon. « Peut-être, mais ce qu'elle m'a appris, c'est que chaque vie qu'on sauve en entraîne d'autres. C'est comme une chaîne qui ne se brise pas. » Et tandis que le soleil descendait derrière les collines, baignant le sanctuaire d'une lumière dorée, Ethan comprit que cette mission ne s'arrêterait jamais vraiment. Tant qu'il y aurait un chien à sauver, un cœur à réparer, ou un lien à recréer, il serait là. Car ce sanctuaire, au fond, n'était pas seulement pour les chiens. C'était un lieu pour tous ceux qui avaient besoin de retrouver un foyer, quel que soit le nombre de pattes qu'ils avaient